Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Don't break a nigga, make a nigga. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de recevoir mon gars, chroniqueur, journaliste, entertainer, l'homme que l'on nomme Balou. Yes, quelle intro! Ah, mon gars, I got des shit, man. C'est lourd. Merci, mon bro. Balou, comment va? Ça va et toi? Ça va très bien. Depuis le temps que je te cherche, depuis le temps qu'on se cherche, on a trouvé notre moment, frérot. Il faut que ce moment soit mythique. Ah, je te jure, depuis le temps qu'on s'envoie des messages, on doit se capter, tout ça. Ah, c'est lourd, on est là enfin. Ça fait plaisir, mon bro. Sincèrement, ça fait plaisir. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on tient à te remercier sincèrement. Merci frérot. à vous de l'invitation, les gars. Merci, Balou. Merci, mon bro. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs de We Hustle? Ok, donc, moi, c'est Balou. Donc, je suis dans ce game, comme on dit, depuis, maintenant près de 10 ans. Moi, je me considère comme un entrepreneur hip-hop. C'est comme ça que je me définis. J'essaye de faire ce que je kiffe, en gros, le plus. Donc, je fais de la production, je suis présentateur d'émissions, journaliste, on peut dire ça. Je fais du management, je fais un peu de tout, je touche un peu à tout. Et l'idée, c'est d'aller là où j'ai envie d'aller. Bien. Avant de développer, parce qu'ici, on a tout notre temps, il faut le savoir. Je voudrais que tu nous parles de ton premier amour, la danse. Ok. Le crump. Ok, vas-y, avec plaisir. Bah ouais, moi, j'ai commencé avec le crump. C'était en 2006, un truc dans le genre. C'est ma daronne qui me ramène un DVD Rise. Ok. Tu vois, le DVD Rise, c'est le DVD fait par David Lachapelle, qui montre justement les petits de LA dans les ghettos qui dansent le crump, tu vois. Bien. Et moi, je trouve ce DVD, je regarde, et moi, je tombe amoureux de la danse avec mon petit ref, Louis. Ouais. Avec mon petit ref. Et c'est Louis qui commence le crump. Ok. Et qui m'engraine à faire du crump. Ok. Louis, il m'a engrainé dans tout, en fait. Oh. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est tout part de Louis à chaque fois. D'accord. c'est le petit ref, mais il m'engraine dans tout. Mortel. Donc, vas-y, il m'engraine à faire du crump, et nous, on est là, on engraine des gens à Montfermeil, on monte une association à 16-17 ans, on demande des locaux à la mairie de Montfermeil, ils nous laissent des locaux, et là, on commence à créer des sessions de danse, tous les samedis, mais vraiment que pour l'amusement, tu vois. Et de là, je vois que ça commence à grossir. Et puis après, je pars aux États-Unis. Je m'en souviens, j'étais en BTS en même temps. Et j'avais choisi ce BTS exprès pour la danse. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'ai jamais compris pourquoi j'allais à l'école. Je vais pas te mentir, j'allais à l'école pour pas que la daronne elle me vire de la maison. D'accord. Tu vois, j'allais pas pour avoir des bonnes notes. J'avais pas de motivation en soi. D'accord. Et quand j'ai eu mon bac, c'était STG, qui est maintenant STMG. Ouais. Même je crois que c'était STT à l'époque. Ouais. On connaît. Du coup, j'ai eu mon bac, tu vois, mais galère comment j'ai eu, tu vois, rattrapage, j'ai dû mettre des disquettes au prof, tu vois, des trucs. Voilà, tu vois, je l'ai eu d'une manière assez galère. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait un BTS commerce international qui pouvait te faire voyager. Et là, je me suis dit, c'est celui que je veux faire. Et je me suis donné les moyens. Et je suis parti à Los Angeles via ce BTS, tu vois. Oh. Et ouais, dès le premier mois de BTS, mon seul but, moi, c'était d'aller à LA. Les cours, tous les trucs, j'en avais rien à foutre. Je voulais juste aller à LA et découvrir les gens qui crament. Donc, premier mois, j'ai envoyé des emails à tout le monde. MySpace, Facebook. Enfin, je connaissais même pas Facebook à l'époque, mais j'envoyais à tout ce que je voyais. Snoop Dogg, Dr. Dre, tout ce qui touchait à LA, j'envoyais, tu vois, BET, tout. Et puis, il y a une filiale de MySpace qui est un réseau social qui date pour les plus anciens, le papa un peu de Facebook, de tous ces trucs-là, qui m'a répondu et qui m'a accepté, et je suis parti là-bas, et de là, j'ai découvert le crump sur place à Los Angeles, et puis après, j'ai eu la chance c'est une histoire de fou, mais de rencontrer des danseurs, des T-Pain, des Chris Brown, il y a eu plein de trucs, tu vois. D'accord. Et puis de là a commencé l'histoire un peu Balou, tu vois. D'accord. L'histoire un peu folle qui part d'une passion, tu vois. Oh, mortel. Et du coup, la danse, entre-temps, t'as stoppé ça juste après? Ouais, j'ai stoppé ça en 2010, 11, et tu vois.
pourquoi j'ai stoppé? Il y a plusieurs raisons. Il y a eu la première raison, c'était une raison un peu financière, dans le sens où, à un moment, je faisais un peu d'argent avec la danse quand même, j'avoue, je faisais de l'argent, mais c'est très compliqué en tant que danseur. En tout cas, maintenant, ça a évolué, mais à l'époque, c'était très compliqué en tant que danseur de faire de l'oseille. C'était soit par les cours, mais le crump, c'était un truc un peu niché, tu vois, donc ça allait pas être, tu vois, ça allait pas être récurrent. Ou il faut danser dans une compagnie de danse. Enfin, en tout cas, c'était ça à l'époque. Aller dans une compagnie de danse, etc. Et là, pareil, il fallait répondre à des critères. Et moi, j'aime pas répondre à des critères. Je voulais créer mon truc. Et puis même, la danse, elle commençait à devenir bizarre, tu vois, à une époque. Genre, il commençait à mélanger religion, danse et tout. Ouais. Ça commençait à devenir trop bizarre. Et mais respect à tous ceux qui crumpent aujourd'hui, puisque ça a évolué, tu vois. Mais c'était cette période-là. Et puis moi-même, dans ma vie, il y avait des downs, tu vois, personnels. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté et heureusement que j'avais des frérots comme Rascal que j'ai rencontré aux États-Unis, qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont poussé à faire des médias, tu vois. Ok, mortel. Moi, je t'ai connu justement vers 2011. Ouais. Mais au départ, t'étais beaucoup dans le clout, beaucoup dans le tu vois ce que je veux dire, dans les vidéos à buzz un petit peu, tu vois ce que je veux dire, humoristique, etc. Tu vois. Déjà, c'était l'introduction. Est-ce que tu avais un cahier des charges? C'était très calculé, toi? Ou bien pas forcément, t'es comme ça? C'était mi-calculé, mi-feeling. En fait, on va dire que la partie... Parce qu'en même temps que je faisais ces clouds-là, j'avais commencé à créer des médias. J'avais créé un premier média qui s'appelait Roi de la Rue en 2011, que j'ai lancé en 2012. Je me suis battu, j'ai appris... Je me souviens, je suis allé sur le guide du zéro, j'ai appris avec mon gars Busy à l'époque, il me forçait à apprendre le HTML, CSS, PHP, des trucs comme ça, parce qu'on connaissait pas les WordPress et tout pour pouvoir créer des sites. Donc voilà, c'est mon gars qui a fait la plupart du truc, mais j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre les codes, comprendre les habillages, j'analysais les autres sites, WordStar, etc. Donc je faisais ça. Et puis, quand je l'ai lancé, on a fait un événement à Montfermeil à l'époque où on avait ramené du monde, un Sadek, Esprit Noir, Style Fresh, Lio de Pétrodollar de la section d'assaut, Fianso, il y avait du monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde, Fababy et tout. Et en parallèle de ça, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été un mec, même quand je faisais de la danse, un mec qui aime gaulerie, en fait, tu vois. Bien. Mais tu vois, quand tu viens de banlieue et tout, en tout cas en 2010, 2011, même à l'époque, c'était compliqué en fait, c'était soit t'étais dans le rap, soit t'étais dans le truc gaulerie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait un créneau, vas-y, tu peux pas parler de rap et être un mec qui gaulerie. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, en vrai, et c'est avec Louis, on parlait, il me disait, en vrai, vas-y, tente des trucs gaulerie, on s'en fout. Et j'ai essayé d'allier les deux, en fait. Donc, je faisais à côté les vidéos d'humour que t'as pu voir. Absolument. Et quand il y a eu Vine, vraiment, je me suis mis à fond dedans. Et je faisais aussi le média à côté. Et sur le média, j'avais mon show que j'avais commencé qui s'appelait déjà Le Balou Show, où il y avait la partie sérieuse de questions et la partie gaulerie des défis. Exactement. Et je voulais allier les deux. C'était vraiment important pour moi parce que c'est ma personnalité, en fait. J'ai vu que il y a un moment aussi, tu étais très proche de Chris Macari. Ouais. Déjà, raconte-nous les prémices de cette rencontre. Déjà. En fait, Chris Macari, j'ai pas vraiment été proche de lui. Fait, je l'ai rencontré sur un tournage de Abracadabra que j'avais été en 2010. Abracadabra, j'avais postulé à l'époque, il avait mis une annonce et tout. Et ensuite, on s'est vu quelques fois, mais j'ai pas vraiment été proche de Chris Macari. D'un point de vue extérieur, je pensais que vous étiez proche. Carrément, non, même pas. Bon, c'est très clair au moins, ça a le mérite d'être clair. La phrase de 50, tu l'as vu le film, je suppose, Get Rich or Die Trying. Bien sûr, je l'ai vu, revu. Mais finalement, j'aimerais te calquer cette expression, je m'explique, parce que finalement, t'as pris. Il y a rien, personne t'a donné. T'as allé chercher ce que t'as aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. D'où vient cette niaque, cette détermination? Elle vient de plusieurs trucs. Ma détermination, elle vient de plusieurs trucs. C'est bien, cette question, elle est lourde parce que je le dis toujours à mes proches, mais j'en parle pas au public en général. Premièrement, il y a mes parents. C'est-à-dire que mes parents, c'est des gros charbonneurs. Tu connais, ma mère, elle vient de Martinique, mon père, il vient de Guadeloupe. Et voilà, ils sont arrivés des Antilles, ils avaient rien. Ils sont arrivés ici, ils avaient rien. Et puis ils ont travaillé. Mon père, il est allé dans l'électricité. Bien. Ma mère, elle a travaillé à la mairie, etc. Ils ont toujours fait en sorte que, même si qu'on sache pas en fait s'il y avait des problèmes d'oseille, de trucs, ils ont toujours couvert tout, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, la vie, je l'ai connue, enfin la vie dure, je l'ai connue tard, puisque même si j'habitais dans ce que tu veux, les darons, ils sont toujours battus pour qu'on ait tout ce qu'on veut, tu vois, vraiment. Ils sont toujours battus, ils n'avaient pas des métiers de ouf, mais
je les voyais charbonner, etc. Et puis j'ai eu ce truc-là de me dire, quand j'ai commencé à grandir, de me dire que bah, tout ce qu'ils m'ont donné, j'ai envie de leur rendre en 7 fois plus. Et du coup, ça m'a motivé à me dire, bah vas-y, je vais essayer de créer des trucs pour créer de l'oseille et pouvoir arrêter que mes darons travaillent, etc. Ou pouvoir les soulager, ou tu vois. Ça, c'était une de mes motivations. Et la deuxième, c'est quand j'ai eu 15-16 ans, tu vois, et c'est un truc qui est intéressant, ce que je vais dire, parce que souvent, quand on parle des Antillais, il y a souvent cette notion de les Antillais ne sont pas africains, ne sont pas ci, ça, ne se prennent pas pour des Africains, etc. Alors que en Guadeloupe, si tu vas par exemple en Guadeloupe, il y en a beaucoup qui revendiquent fort leur africanité. Genre, tu peux aller en Guadeloupe, tu vas voir beaucoup ça, même si tu remarques le carnaval, le gros cas, dans notre culture, elle est africaine. Absolument. Quasiment. Tu vois, elle est africaine, sauf qu'il y a eu une histoire qui s'est créée avec des mélanges, etc. Ça a donné les Antilles. Absolument. Mais notre culture, elle est africaine, tu vois. Et du coup, à un moment, je suis tombé, ma mère, elle me montrait les films genre Racine, La rue Cazenègre, les trucs comme ça. Et j'ai commencé à prendre une gifle, tu vois, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, l'histoire des Renois, elle est lourde. Et j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à regarder Malcolm X, j'ai commencé à lire, à essayer de comprendre, etc. Et de là, je me suis dit, mais en vrai, avec comment l'histoire elle s'est faite, tu vois, on va pas revenir sur tous les détails, mais si on veut quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre de notre communauté, qui est à l'extérieur de notre communauté, qui va nous le donner. Genre, par exemple, moi, un truc tout simple, ça me choque pas quand, par exemple, un juif va embaucher d'autres juifs. Ça peut être ses cousins, sa famille, etc. C'est un truc qui est naturel, tu vois. C'est un truc qui est naturel. Donc, quand je voyais mes frérots qui disaient, ouais, nous, on n'est jamais embauchés, nanana, moi, quand j'ai analysé l'histoire, je me suis dit, plutôt que de me battre à être embauché par quelqu'un qui va pas forcément avoir des raisons de m'embaucher, bah, je vais créer mon truc et embaucher mes gars. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'histoire des choses, les paroles. Tu vois, j'ai eu un moment de Matrix, et mon petit ref aussi, il était à fond dans ça. Et c'est de là d'où vient le nom Aouda, tu vois. Africain originaire des Antilles. Ouais, bien sûr. Oh, quelle mentalité, mon bro. Franchement, c'est mortel. Merci. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a interpellé chez toi, frérot, c'est que c'est vraiment, tu redistribues les cartes. Je m'explique, tu sais, autour de toi, je vois, il y a Louis Aouda, tu lui donnes une de ses gouaches. Fodjé. Là, on le voit un peu moins avec toi, Fodjé. Ouais, carrément. Non, ben, Fodjé, il est focus à fond. En fait, pour la petite histoire, Fodjé, c'est mon petit frère. C'est mon frère. Clarifie la situation, parce que je sais que même sur la toile, les gens je vois des gens. Non, il y a R avec Fodjé. Fodjé, c'est mon frère et ça bougera jamais. On se connaît depuis 2007, 2008 à la base. Il connaît ma daronne, je connais sa daronne. C'est mon frère. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fodjé, à un moment, bah, il a eu l'exposition qu'il a eu là, tu vois, genre avec French Plug Show, tous les trucs, etc. Mais lui, son objectif à Fodjé, c'est d'être dans l'acting et surtout dans la comédie, le stand-up. Donc, à un moment, tu vois, il le faisait, ce qu'il faisait avec nous, c'était cool, Génération, c'était cool, mais c'est pas son centre d'intérêt principal. Donc là, il a pris du recul pour travailler sur son spectacle, ses délires, et il voulait s'écarter de tout ce qui est musical pour pas que ça lui colle justement le truc de Fodjé, de la musique, kiff, cela, et se focus vraiment sur son truc. Et là, il est à 100% sur son truc, tu vois. Au début, je l'ai accompagné, et après, à un moment, bah, je l'ai accompagné, j'ai jamais pris €1 sur lui, c'était vraiment en mode refrain. Là, à un moment, le frérot, faut qu'il décolle, et je comprends totalement qu'il a envie de faire ses trucs de son côté et d'avancer, mais ça reste le frérot, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ensemble sur la toile, les gens, on se parle, tu vois, bien. Ça bouge pas, tu vois. Bien. Et Balou, c'est quoi le modèle économique? Ok. Par rapport à French Plug, qu'est-ce que je fais? Par rapport à tout. Ok. Je veux revenir juste sur un truc que tu as dit, c'est Louis, je lui donne de la gouache, mais il m'en donne énormément. Ça veut dire que les gens voient pas et les gens découvrent Louis que maintenant, mais sans Louis, il n'y a pas tous les projets que je fais, tu vois. Sans Louis et Logan, mes deux frères, il n'y a pas tous les projets que je fais. C'est-à-dire que Logan, pendant une période, c'était lui qui gérait tous les réseaux sociaux. Tu vois, genre, il était petit, il avait 17 ans, 16 ans, il a commencé. Genre, je l'avais pris en stage à l'époque, tu vois, il avait besoin de stage. Et il a géré tous les réseaux sociaux. Louis, il m'a toujours aidé sur les stratégies, les conseils, les ceci. Parce que c'est un grand consommateur, tu vois. Grand consommateur de médias, de ceci, cela. C'est juste que comme il rappe à côté, il voulait pas se montrer. Mais là, on est dans une politique où maintenant, on assume tout ce qu'on fait et on s'en fout, tu vois. Donc, il se montre plus à ce niveau-là. Qu'on salue au passage. Voilà, force à Louis. Pour revenir maintenant sur le modèle économique, en fait, il y a eu plusieurs périodes de ma carrière où au début, je cherchais le modèle économique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé,
Au début, mon but, c'était de faire une levée de fonds, de vendre mes projets. C'était à l'époque où j'avais Roi de la Rue, French to Death et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je veux vraiment posséder mon média, etc. Donc, il y a plusieurs modèles économiques. Il y a Balou, qui est un modèle économique, Balou en tant que personne. C'est-à-dire que c'est bizarre de parler de moi à la troisième personne. Moi, je suis Lénaïque. C'est mon prénom, c'est Lénaïque. Et il y a Balou. Balou, c'est la marque, la brand Balou, c'est-à-dire la personnalité publique que les gens connaissent, qui touche à l'humour, au hip-hop, à l'entrepreneuriat, etc. Dans la catégorie hip-hop, il va y avoir les émissions, soit que je produis, soit que je suis intervenant ou je suis payé à la prestation. Tu vois, par exemple, BET et That Way, c'est une coproduction, mais il va y avoir Petit Délire où là, c'est de la presta, tu vois. Ok. Et les émissions que je vais faire aussi pour French Plug, là, ça rapporte de l'argent. Après, il y a les placements de produits je fais très peu, mais qui peuvent être présents des fois de temps en temps, mais que je fais très peu. Il y a la monétisation des réseaux, YouTube, Facebook, etc., etc. Après, moi, en tant que Balou, j'ai des petits business à droite à gauche que je gère, dont il y en a que je parle pas, mais il y en a un, Digital Currency, c'est une plateforme de distribution musicale qui est à Los Angeles, qui a été créée par mon gars Adrian Swish, bien. avec que j'épaule dessus, etc. Donc voilà. Et après, il y a French Plug. Et French Plug, c'est toute une autre manière de faire. French Plug, on produit des émissions, et on essaye de mettre des marques dessus pour récupérer de l'oseille. On a le shop. On avait l'événementiel qu'on avait commencé et on essaye vraiment de créer un 360 autour de French Plug, c'est-à-dire qu'on soit dans l'événementiel, sur Internet, dans les médias, BET, ceci, cela, etc., etc. Et dans French Plug, il y avait encore des personnalités qui, eux aussi, ont le même schéma que moi, tu vois. Donc, on essaye de créer un truc. Après, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Mais voilà, c'est ça, c'est la production, la coproduction, ou sinon même nos propres actifs. On a un studio aussi de musique. Bien. On a un studio de musique qui est géré par Louis Aoda, qui s'appelle Dans le Labo, et on a un studio fond vert photo qu'on met à disposition pour les artistes, pour tout le monde en fait, tu vois, qu'on met à louer. Donc on a vraiment essayé de créer un écosystème autour de nous, parce que j'ai eu des expériences où j'ai travaillé pour d'autres personnes, entre guillemets, même si c'était de la prestation, et je veux plus jamais compter que sur quelqu'un pour évoluer, tu vois. Déjà, je te félicite. Merci, frérot. Grown-ass man. Hein. Merci, frérot. Merci. C'est terrible, franchement, sincèrement. On t'a vu également sur Génération. Totalement. T'es parti de Génération. Totalement. T'es reparti de Génération. Totalement. Raconte-nous tout ça. Ok, donc Génération, c'est une sacrée histoire qui m'a appris beaucoup. Donc, Génération, ça s'est passé en 2013, il m'avait contacté. Le programmateur de Génération m'avait contacté. M'avait proposé un premier deal, mais qui était plus sous forme de salarié, et ça me parlait pas parce que j'avais commencé mes médias, donc j'ai refusé. Et ils sont revenus me voir en 2014, l'année où justement il y a eu la modification chez Génération, où ils sont tous partis chez Move. Et moi, je connais pas du tout j'écoutais pas la radio, donc je savais pas du tout qu'il y en avait qui allaient chez Move. Je connaissais Génération, mais j'écoute pas la radio. Tu vois, j'écoutais pas la radio de base. Donc il me contacte, il me dit si ça, est-ce que t'es chaud? Donc moi je dis ouais. Là, il me repropose un contrat qui va plus avec ce que j'avais à côté, qui me laisse ma liberté, ou c'est juste de la production d'émissions, donc c'est cool. Sauf que quand j'arrive le premier jour, Laurent, grosse force à toi, il me met devant les platines, et lui, il y avait tout un changement, donc tout était nouveau pour lui, il était dans le jus, et il me dit, tiens, ça c'est pour enregistrer. Tac, tac, il m'explique en 1 minute, même pas. Moi, je vois plein de boutons, plein de trucs, et il me dit, crée ton émission. Et moi, tu connais, je suis allé au culot, hein. Je lui ai donné un nom, Turn Up Show, j'ai fait mon truc. Après, j'ai ramené Titaï à l'époque, et j'ai fait mes trucs, et de là, c'est parti. Et c'est fou parce que moi, j'avais même pas de recul, mais les gens, ils me disaient, mais tu sais que là, tu vas passer après Pascal Sefranc, après DJ First Mike, mais moi, je suis pas dans un truc de concurrence, de trucs. Moi, on m'a laissé le spot, moi, je veux faire mon truc, tu vois. Moi, j'avais même pas conscience de ce que ça représentait, tu vois, par rapport. Je parle pas de la radio, mais du fait que j'arrive à ce moment-là. J'avais même pas conscience de ça. Moi, on m'a laissé une chaise, on m'a dit fais de la radio. J'ai saisi l'opportunité et j'ai fait ce que je pensais pouvoir amener. Okay. Et je me suis dit, je vais essayer d'apporter mon truc. Mon truc, comme d'hab, c'est le hip-hop, l'humour, enfin être moi-même, quoi. D'accord. Et du coup, voilà. Après, la radio, c'était une expérience vraiment positive parce que ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris l'industrie. J'ai rencontré des belles personnes, etc. C'était une bonne expérience. Mais la radio aussi, je vais dire que j'étais pas encore moi à 100%. C'est-à-dire? J'étais moi-même, mais... T'étais bridé?
Bridé. Ouais, je vais dire bridé, mais en fait, je rentre dans un nouveau truc, tu vois, un nouveau écosystème, une nouvelle manière de faire, etc. Où justement, j'ai deux rôles. Un rôle de journaliste et un rôle même si j'aime pas le terme journaliste pour moi, mais un rôle de journaliste et un rôle de présentateur radio. Et c'est deux rôles qui sont nouveaux pour moi. Enfin, le journaliste, il l'était pas parce que je faisais déjà des interviews, mais la manière dont il fallait faire, c'était nouveau. C'est-à-dire que il y avait, et ça c'est vraiment important à comprendre, c'est que beaucoup de gens comparaient mes interviews à ceux d'autres médias comme Bouscapé, Rapélite, etc. Alors qu'en fait, j'étais pas du tout dans le même créneau. Pourquoi j'étais pas dans le même créneau? C'était mes interviews, elles étaient destinées à la base à la radio. Ça veut dire qu'à la radio, il faut catcher la personne en 20 secondes. Bien. Tu vois, t'es obligé de catcher la personne en 20 secondes parce que tu connais, quand t'es sur la radio, t'écoutes, ça te saoule, tu changes direct. Absolument. Et pour catcher les personnes en 20 secondes, bah, si je vais poser la question au mec, c'est qui les beatmakers sur ton projet, la personne échange direct. Exact. Donc, j'ai essayé, et avec Laurent qui m'a aiguillé grave, de créer quelque chose qui est catchy, qui est humoristique, qui est gaulerie. C'était mon but quand j'ai fait le Turn Up Show, c'était pas que c'était que tu passes un moment avec le rappeur, mais que tu le découvres d'une autre facette. Une facette gaulerie. Et je pense que je suis l'un des mecs qui a apporté plus ou moins ce truc-là dans le game à une période où tout était très sérieux, sans prétention, je le redis. Et du coup, bon, ça a été un peu un sacrifice, ça m'a valu des fois des tapes sur les doigts, des fois, voilà, mais moi, je l'assume totalement. Et à côté, j'avais la casquette de radio où là, c'était, tu présentes, c'est-à-dire que t'as un bed, c'est une instru de 40 secondes ou 1 ou 2 minutes où tu dois présenter des musiques qui arrivent, tu dois prendre les auditeurs à l'antenne, etc. et discuter. Et c'était du flux où je présentais de la musique, quoi, tu vois. Mortel. Donc c'était deux casquettes totalement différentes. Donc c'est bridé, oui, mais bridé par rapport à ce que la radio représente, en fait. Donc il fallait que je m'adapte. Et en fait, m'adapter, ça m'a appris des nouvelles choses et ça m'a fait comprendre aussi ce que j'aime et ce que j'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, complètement. Je te disais donc, tu étais chez Génération, belle expérience. T'es parti. Pourquoi t'es parti? Tu peux expliquer les raisons? Totalement. Je suis parti parce que, à un moment, le programmateur avec qui je m'entendais super bien, qui m'avait recruté et qui m'a appris beaucoup de choses, a bougé et qui a laissé place à 2 personnes qui je trouvais n'étaient pas compétentes au poste de programmateur. Okay. Et frère, à un moment c'était trop. Même ça nuisait à ma propre image, des choix que les mecs faisaient, etc. Il y avait des embrouilles, des trucs. Et moi, mon but, c'était pas d'être un salarié qui écoute un mec. Okay. Quand j'ai fait Génération, c'était vraiment par passion, parce que je kiffe le hip-hop et je voulais en apprendre, etc. Donc du coup, quand j'ai vu que c'était Bad Vibes, j'ai bougé. Okay. J'ai bougé et là, j'ai été au calme. Au calme, exactement. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Hein. Raconte-nous parce qu'en fait, finalement, chez Au Calme, t'es resté très peu de temps. Ouais, je suis resté... Quoi, 2 semaines? 2 mois, non, un mois, 2 mois. Un mois, 2 mois, ok. Ouais, ça allait super vite, Mais dans les petits papiers, c'est dit que t'as été évincé. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas... Moi, j'ai été évincé, frérot. Non, mais je vais te raconter clairement. Dis-moi. En gros, c'est moi qui ai été voir Au Calme. Je commençais à réfléchir. Voilà, j'ai bougé à Génération. J'ai été voir le book d'Au Calme à l'époque. Romain, force à lui. Donc, c'est toi qui as démarché. Ouais, moi, j'ai démarché, okay. Tu vois. Et puis, on s'est entendu. Lui, il était hype parce que à cette époque-là, tu vois... voilà, il était content, quoi. Balou de Génération qui bouge à Au Calme, ouais. Ça fait un gros move. Puis et puis il a vu avec Booba à l'époque. Booba, il était pas très très chaud au début parce que je crois qu'il pourquoi? Jusqu'à maintenant, je crois qu'il me valide pas trop. Il validait pas trop. Il y avait des petits tweets, tu vois, que j'avais mis à l'époque. Même moi, j'ai toujours. En plus, le pire, c'est que j'avais toujours validé Booba. Mais c'était des tweets mignons, gentils, tu vois. Ok. Il pensait que c'était un mec un peu chelou, mais au final, on a fait un test, il a accepté, il a validé. Et de là, j'ai fait les émissions, etc. Ça s'est bien passé. Okay. Tous les matins, on était en tendance. Franchement, t'étais en TT. Ouais, TT, ça se passait bien. Et ça m'a appris à découvrir des vraies choses. Pour le coup, c'était vraiment pour nous, par nous, là-bas. Ok. C'est-à-dire que là, j'arrivais, et c'était un exercice différent de Génération, où là, j'avais mon Mac, et c'est moi qui faisais la playlist de A à Z, qui gérait les temps, qui gérait tout de A à Z. Donc, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et même si je savais que j'en étais capable, le faire, je me suis dit, putain, je suis un ouf.
en vrai, je le fais normal, quoi, tu vois. Et puis, je prenais du plaisir, etc. J'avais construit mon équipe, voilà, autour de moi. Ok, mon petit ref qui était au committee manager, il venait tous les matins avec moi. Il y avait Titaï, il y avait un autre qui s'appelait Slim Sidi, il y avait Yasmine, et on faisait ça ensemble. Et puis à un moment, il y a eu un couac. Faut savoir que moi, à l'époque, j'avais mon média de mon côté qui s'appelait Le Baloucho. Et c'était la première fois que je travaillais avec un média qui était rattaché à une personnalité. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais en termes business, mais j'ai tout de suite vu les retombées. Dès le début, moi, j'étais choqué, parce que pour moi, c'était du business, tu vois. Mais c'était quoi les retombées? Les retombées, c'était des fans de Rof qui m'insultaient. À l'époque, Caris m'avait bloqué carrément. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'était Bresson. Mais moi, j'ai été en mode, dans mon mindset un peu business. Moi, pour moi, c'était un média de plus, tu vois. Et quand il y a eu la dinguerie, en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. En gros, il y a un membre de mon équipe, qui est toujours mon équipe, qui avait mis, lui, un post, en fait. C'était à l'époque où l'album Trône avait leaké, tu vois. Et puis, il y avait plein de médias qui avaient dit « Oh, merde, l'album de Booba a leaké », tu vois, en mode news. Et mon gars, il s'est dit, vu qu'on voulait être les premiers sur les news, il s'est dit bien faire, tu vois, à l'époque. Et il a mis un post sur Insta en mode « Oh, l'album de Trône a leaké, mais prenez-le vendredi. » Enfin, je sais plus, un truc comme ça, tu vois. Genre, rien de méchant. En tout cas, pour moi. C'était pas méchant. Mais je l'avais pas vu, tu vois. Je pense que même si j'avais vu, j'aurais dit de pas faire. Parce qu'à cette époque-là, je comprenais quand même qu'il y avait un enjeu par rapport à Booba, etc. Et que lui, c'est son business, ça peut le baiser sur certains trucs. Donc, je pouvais comprendre, tu vois. Et moi, j'arrive à 5h du matin et je vois tout le monde est zaf, tout le monde est la tête dans... Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, là, c'est dommage, ça va devoir s'arrêter parce que voilà, là, t'as causé du tort à Booba, etc., c'est compliqué. Et de là, j'ai compris que c'était fini, tu vois. Au début, je l'avais mal pris, mais pas contre Booba ou contre Ocalm. Je l'avais mal pris contre mon gars. Je me suis dit, il savait que j'étais avec Booba et il a quand même mis le poste. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais en vrai, il a fait son taf de média en soi. Donc, c'était quand même une position qui était assez difficile, parce qu'on a, en aucun cas, on a leaké un lien ou quoi que ce soit. On a juste annoncé une news que tout le monde savait. Mais je comprends aussi le positionnement de Ocalm et de Booba qui tient Ocalm, de se dire qu'un gars de mon équipe, entre guillemets, puisque j'étais dans Ocalm, parle d'un truc qui peut niquer mon business, c'est relou. Donc, je comprenais les deux positions et j'ai pris du recul. Au début, ça m'a fait chier, parce que je me suis dit, j'ai quitté Génération, j'ai quitté Ocalm. Là, je me retrouve, heureusement que j'avais mes business à côté, parce que sinon, je me serais retrouvé le nez dans la paille, je me serais compliqué. Et ça m'a donné un coup de boost de fou. Et je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, j'ai appris à Génération. J'ai appris à Ocalm. C'est-à-dire qu'à Génération, j'ai eu une expérience. Ocalm aussi. Et ce que j'ai kiffé dans mon expérience d'Ocalm, c'était que, je gérais une émission de A à Z. Certes, c'était une émission musicale, etc., mais je gérais tous les sujets de A à Z. Et j'ai pris du plaisir et avec mon petit ref, on s'est posé et on s'est dit, vas-y, gros, là, lance-toi sur YouTube. Frère, et vas-y, fais... J'avais pas de chaîne YouTube, c'était fin 2017. Fais la nique sa mère, en vrai, te prends pas la tête, prends ton iPhone et parle de ton expérience, en fait, parce que maintenant, t'as acquéri une expérience autant aux States qu'en France, en vrai de vrai. Et parle-en. Et j'ai pris ma caméra et j'ai lancé. Et du coup, de 2 échecs, ça a donné cette chaîne YouTube qui aujourd'hui me permet d'être libre à 100%, même si je fais pas que ça, mais c'est un des trucs qui m'a mis bien quand même, tu vois. Comme je te disais en off, la liberté n'a pas de prix. Exactement. Tu vois, et c'est un luxe d'avoir cette liberté-là. Mais comment t'expliques qu'en 3 ans, là, je sais pas, ta chaîne YouTube, t'as à peu près à 400 000 abonnés. Ouais. Comment t'expliques ça? Moi, quand je parle avec les gens, même un peu du milieu, ils me disent tous, Balou, c'est un vrai. Je pense que c'est mérité ce qu'il a. Ah, merci, ça fait vraiment plaisir. Je pense que, en vrai de vrai, il y a pas de secret. Déjà, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que, même, j'avoue que mes contenus, au début, ou même des fois, ça peut ne pas être qualitatif quand tu regardes ce qui se fait sur YouTube. Genre, c'est pas avec les meilleures caméras, etc. Mais je pense que YouTube, il y a un truc aussi de soit la personne, elle va s'attacher au contenu qui est hyper quali. Genre, je pense, par exemple, Crise Iconique, c'est qualitatif de fou. Tu vois, Crise Iconique, c'est qualitatif, c'est super bien travaillé, etc. Et moi, c'est proche du vlog En fait, absolument. Je sais pas si toi, les gens, ils m'arrêtent des fois dans la rue, ils parlent avec moi, ils me disent, mais en vrai, t'es comme dans tes vidéos.
Et je leur dis, bah ouais, parce qu'en fait, dans mes vidéos, bah, je suis moi-même, en fait. Je raconte ma vie, mon expérience, etc. Et je pense que comme j'ai une expérience un peu folle, quand même, et que j'ai vécu des choses que je partage avec les gens, je pense que c'est ce partage-là et le fait d'être assez récurrent qui a créé ce délire des gens qui me suivent, tu vois. D'accord, mortel. Et si je te dis Nipsey Hussle, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré? Très, très fort. Très, très fort. Nipsey Hussle, j'ai eu l'occasion de l'interviewer carrément. C'est un mec qui m'a inspiré dans son hustle parce que, tu vois, nous, souvent, à Montfermeil, on dit on est comme à LA, tu vois. Je sais que le 9-1, il dit ça aussi beaucoup, mais nous aussi, à Montfermeil, on dit ça. Sarcelles aussi, on dit ça. On est tous LA, en fait. On est tous de LA. Moi, je suis le seul New-Yorkais dans cette ville. Hein. Et en vrai, comment il a construit son business, en fait, j'ai été touché parce que il est dans son quartier, il a créé son magasin dans son quartier, il a créé son industrie dans son quartier, il aide les gens de son quartier, il fait son truc, et tout ça en indé. Peut-être il avait une distrib chez Warner, etc., mais tout était en indé, tout était créé par lui et son frère, tu vois, et je me ressentais grave dans ce qu'il disait. Tu regardes ses interviews, il parle beaucoup de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, etc., mais il va aussi, comme lui, il était de l'Afrique de l'Est, il va aussi beaucoup te parler de ses racines, tu vois. De ses racines. Il est érythréen, je crois, un truc dans le genre, lui. Ouais, érythréen. Je crois, carrément. Et il va beaucoup te parler de ses racines. Et je me ressentais en fait dans le personnage, tu vois, grave. Et ça m'a super motivé parce que c'est peut-être pas le mec le plus écouté, mais c'était l'un des mecs les plus respectés. Et de ce qu'il a réussi à créer, il a réussi à créer un vrai empire, en fait. Et c'est ça qui m'a touché, donc, totalement. Et je me ressens totalement. Il fait partie des mecs qui m'ont beaucoup influencé, Nipsey. Et j'ai vu que tu as été là-bas, même dans son magasin. Ouais, j'ai été. Malheureusement, c'était fermé, c'était après sa mort. D'accord. J'ai été, c'était. Il y a carrément une fresque à côté. C'est devenu un monument, en fait, là-bas, à Los Angeles, par rapport à ce qu'il a représenté et ce qu'il a apporté. Beaucoup d'amour pour ce mec, vraiment. Ben justement, sans transition, tu parlais d'Afrique également avec ses racines africaines. On voit que toi aussi, tu es beaucoup impliqué. J'ai vu même une fois, il y a quelques mois maintenant, tu disais que tu étais chaud à l'idée de faire un documentaire sur l'Afrique. Fort. Tu vois, j'ai vu que Louis, il était avec toi, africain originaire des Antilles. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Raconte-nous ça un peu. En fait, bon, j'ai toujours, comme je t'ai dit au début, j'ai toujours été sur la recherche parce que pour moi, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Terrible. Donc j'ai toujours été sur la recherche des racines, de comprendre commerce triangulaire, ou même avant ça, tu vois, l'histoire de tout. J'ai toujours tout cherché à comprendre. Et en fait, si tu veux, en 2017, je suis parti au carnaval en Martinique. Quand tu penses à carnaval, tu penses automatiquement à un truc festif. Et moi, quand j'allais aux Antilles à l'époque, j'y allais en mode, j'allais chez ma grand-mère. Tu vois, c'était vraiment, c'était petites vacances chez la grand-mère, mais on se levait le matin, il fallait aller attacher les bœufs, tu vois, c'était voilà. Et là, j'ai été sous un différent angle, c'est-à-dire que j'ai été sous le nom Balou déjà, donc j'étais accueilli différemment. C'était l'office de tourisme, etc. Et j'ai été dans un voyage qui était culturel, c'est-à-dire que quand j'y allais, j'étais jeune, je me rendais pas compte. Et là, j'ai commencé à comprendre la culture, même si je l'avais compris depuis un moment, mais là, c'était encore plus vrai. Parce que là, j'étais dans des... j'invite tout le monde à le faire, dans la savane des esclaves en Martinique. Bien. C'est un endroit où, en fait, tu vois un mec qui a tout reconstruit, l'époque de l'esclavage, les cases, etc. Et qui t'explique la migration, d'où elle venait. Ensuite, en 2019 ou 2018, je sais plus, je suis parti avec Fodjé, un événement en Guadeloupe qui s'appelle Festival Héritage, en fait. Et c'est vers Petit Canal, c'est à côté d'un port où les esclaves arrivaient, en fait. Et à côté de ce port, si tu veux, il y a des monuments et il y a des marches avec toutes les ethnies africaines qui sont arrivées aux Antilles. Bien. Tu vois, et avec Fodjé, on a assisté à ce truc-là. Et à un moment, il y a eu il t'explique tout, en fait. Et il y a eu en fait, ils ont fait une pièce théâtrale où ils remettaient en scène l'arrivée des esclaves. Excellent. Et là, on se regardait avec Fodjé, on avait les larmes aux yeux, en fait, parce que tu vois des petits Africains qui vont devenir, entre guillemets, antillais, tu vois. Et tu vois l'histoire. Et en fait, ça te met une gifle, et c'est de là, tous ces trucs-là, tu vois, et à côté, je parlais avec Kalash, qui est beaucoup dans ça aussi. Bien. Je parlais avec plein de gens, et c'est tous ces trucs-là, tu vois, qui te donnent envie de connaître, de ceci. Donc après, j'ai fait un test ADN pour savoir, c'est toujours approximatif, mais pour savoir d'où je venais. Donc ça m'a dit 50% Naïdja,
Après, ça me disait des petits pays d'Afrique de l'Ouest. Ça me disait d'où je venais un peu. Et j'ai 85% d'Afrique. Et après, tu vois le reste, etc. Donc, ça te met une gifle, en fait. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire ce documentaire. Tu vois, qui est toujours en cours, mais qui est compliqué à faire avec la situation actuelle. Bien sûr. Covid et tout. Mais c'est vraiment... mon africanité et mon côté antillais, c'est super important pour moi. Et c'est quelque chose que je veux grave mettre en avant, tu vois. Et j'hésite pas à en parler partout, tu vois. C'est bien, c'est bien. Mais comment t'expliques avec le réseau que t'as, ce projet n'est pas encore vu le jour? En fait, on y a pensé. On pense à ce projet depuis fin août. Je pense que s'il y a mis vraiment des barrières, moi, tu connais, je suis un fou. Hein, j'allais prendre mes billets et partir tout seul avec une caméra, etc. Tu vois. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu le fait des barrières avec les frontières. C'est clair. Covid, c'est clair. tout ça, tu vois. Je voulais pas donner un documentaire où je vais aux Antilles, tout est fermé, je voulais vraiment que ça soit un truc. Donc, il y a eu ce truc-là. Et derrière, je pense, si je l'aurais fait, s'il y avait pas eu le Covid, je l'aurais fait à ma façon. Mais je pense que, et j'ai eu des grands qui m'ont parlé et tout, ils m'ont dit, non, là, faut un truc limite qui va sur Netflix. Toi, t'aimes trop partir et faire tes trucs à l'aventure. Un truc sérieux. Ouais, là, vraiment faire un truc encore plus big, tu vois, genre... Ça aurait été cool si je l'avais fait de mon côté, mais je pense que c'est un projet qui mérite encore plus de travail et tout, donc voilà. Bien. Comment tu vois, pardon, t'aperçois le truc, tu sais, les Quinri qui regardent ce qui se passe maintenant à Accra, qui regardent ce qui se passe à Lagos, qui regardent tout ça, ce qui se passe en Afrique. Moi, je pense à Beyoncé, il y a quelques années maintenant, Diggy Simmons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais c'est vrai, en il y a plus, Boris Kodjo qui était il y a pas très longtemps à Accra. Comment toi tu vois tout ça, toi? C'est vrai que, comme tu as dit, au Ghana, il y a de plus en plus de gens qui vont à Accra faire ce que je veux dire? Il y a des festivals de fou. Des festivals de fou. Il y a l'Afro Nation, il y a des festivals de fou. Je pense que aux États-Unis, ils ont toujours dit afro-américains, mais ils ont ce manque de culture, en fait, aux États-Unis. Il y a Akon, excuse-moi de te couper, hein, frérot. Ah oui, il y a Akon qui disait déjà, quand il arrive aux États-Unis, quand il disait qu'il venait du Sénégal, ils savaient pas où c'était. Ouais, mais quand il leur disait même qu'il venait d'Afrique, ils ne savaient pas où c'était, tu vois. Il y avait ce manque de culture. Absolument, mais limite dénigrer un peu. Absolument, c'est le terme adéquat. Ouais, j'ai capté un peu. Ouais, mais c'est vrai que, en fait, ils avaient une vision, peut-être qui est due à tout ce qui s'est passé, l'esclavage, le truc, tu vois. Tu connais l'esclavage, ça a créé beaucoup de côtés négatifs, genre absolument. Le colorisme, tu vois, genre... tu vas facile dénigrer un mec, oh regarde, lui il a un accent, c'est un blédard. Tu vois, ça a créé des côtés négatifs, l'esclavage. Tu vois, on va pas se mentir. Mais je pense que là, depuis peu, les Américains, ils ont pris une gifle, et c'est fou de le dire, mais c'est quand même avec un film de super-héros qu'ils ont pris une gifle, c'est avec Black Panther quand même. Tu penses que le déclic était là? Je pense que ça a réveillé plein de trucs. Genre, il y en a eu avant, mais genre pour la masse générale, moi je te le dis parce que quand j'ai été, après Black Panther, c'est l'année de Black Panther où BET, par exemple, ils ont fait la partie internationale où juste après Davido il était récompensé. Ouais. Mais après c'est vrai que c'est dommage, mais il y a un début à tout. Ouais, il y a un début. C'est dommage, mais il y a un début à tout. Après, c'est mieux que ça commence comme ça que ça commence jamais. C'est exactement ça. Tu vois, et c'est vrai qu'à partir de Black Panther, j'ai eu l'impression que, je sais pas si c'est devenu un phénomène de mode parce que je pense que quand même ils s'y intéressent, mais ils ont commencé à tous se dire ah ouais non mais en vrai. Putain, mais on est africain, mais si, mais ça, etc. Et petit à petit, c'est vrai que ça s'ouvre et ça s'améliore, tu vois. Bien sûr. Tu vois un Burna Boy qui bosse avec Didi, je trouve ça lourd, tu vois. Absolument, Burna Boy. Tu l'as déjà rencontré? Burna Boy, je l'ai interviewé, je suis un fou. Alors. C'est au BET Awards, je l'ai interviewé. Alors. Ouais, franchement, super bon délire. En plus, c'est le jour où il a gagné les BET Awards que j'ai interviewé. Bonne vibe. C'est sa mère qui est montée sur scène à sa place parce qu'il était aux toilettes, ce fou. mais ouais, bonne vibes. Il était avec sa petite là, Steph London en plus. Ok. Donc ouais, bonne vibes. Non, franchement, bon délire. Et en vrai, j'ai fait Mr. Easy en interview, j'ai fait Davido, j'ai fait quasiment tout le monde, des artistes africains, etc., tu vois, qui émergent beaucoup. Même de manière générale, tu sais, finalement, c'est très lié, mais on a même vu Puff relayer Assa Traoré. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que, finalement, c'est la suite logique de ce que tu viens d'énoncer. Tu vois ce que je veux dire? De fou. Et je pense que, il va y avoir... Je pense que là, les choses sont en train de beaucoup évoluer quand tu vois Assa Traoré dans le Times. Absolument. Même elle a gagné un truc au BET Awards. Absolument. Mais carrément, quand j'avais été, il y avait un BET Award, il y avait Mamadou Gassama celui qui avait sauvé. Oui, mais carrément, complètement. Et apparemment, Sindanou, que je salue chaleureusement,
nous avait dit que c'est Rick Ross qui a demandé à faire C'est une fou. photo avec lui. C'est fou, hein. Tu comprends? C'est fou, hein. Il Black l'appelait le Excellence. Spider-Man et tout, Ouais. français, tu vois. C'est fou, hein, c'est fou, hein, c'est fou. Ah, le Black Excellence. Ah, il est sérieux, le Black Excellence. Ah, bon, là-bas. bah, c'est excellent. Sans transition, on va rester sur le thème des États-Unis. Parce que tu es très porté US. Ouais. On voit les locks, on voit les bling, on voit l'attitude, you know. C'est quoi la majeure différence entre les artistes US et Frenchie? Ok, moi, il y a un truc qui m'a choqué. En fait, moi, de base, je suis un grand consommateur de tout ce qui est français, américain, tout. Après, c'est vrai que comme moi, j'ai baigné dans le basket, bah, j'ai plus penché vers la culture US. Ok. Parce que, voilà, tu connais, quand tu regardes le basket, tu vois, moi, c'est Iverson qui matrixe moi quand j'étais plus jeune, tu vois, je me prenais pour Iverson. Il rappe, après, Jadakis, après, bon, bref, tu vois, tu rentres dans le délire, tu vois. Tu rentres dans le délire. Mais la grosse différence, en fait, moi, je l'ai vu déjà, avant même de parler d'artistes musicaux, je l'ai vu dans le crump. C'est-à-dire que moi, c'est là où j'ai pris la première baffe, c'est quand je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé aux États-Unis. Moi, déjà, je me souviens à cette époque-là, ma mère, elle voulait à côté que je travaille à l'aéroport, tu vois, les agents, parce qu'elle me disait, mais toi, tu vas rien faire, toi, là. Tu vois, moi, j'étais trop bordélique à l'époque, tu vois. Elle disait, va à l'aéroport, tu sais parler un peu anglais, Ouais. tu fais agent d'accueil, ou je sais plus comment on appelle ça, et tu fais ça, tu vois, au moins. Mais elle me disait, mais par contre, il va falloir que tu coupes les locks, tu ça, parce que, tu vois, il y a ce truc-là en France de faut être propre, tu peux pas avoir de tatouage. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, le premier truc que j'ai vu, un Renault avec des Jordan et des Bien. locks à l'aéroport. Je me suis dit, ah ouais, déjà là, il y a une différence. Ensuite, quand moi je crumpais en France, je dansais. C'est-à-dire, je dansais, je reproduisais les mouvements que je voyais sur Internet. C'est tout. Eux, c'est leur vie, c'est leur âme. Genre, je dormais avec eux, ils se levaient crump, ils mangeaient crump. Ils parlaient des moves qu'ils faisaient, ils donnaient des noms à leurs moves, etc. Et j'ai carrément vu des mouvements se créer, genre le mouvement à l'époque du jerk, etc. C'était mes potes à moi. J'ai traîné avec des mecs qui sont devenus des superstars après, tu vois. Mais parce que j'ai capté qu'en fait, les Américains, ce qu'ils font, ils le vivent. Quand on dit la culture, c'est ça chez eux, c'est que c'est sérieux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas genre je rappe pour rapper. C'est je raconte un truc. C'est Lil Wayne, il sortait ses projets à l'époque, le monde s'arrêtait. C'était, oh, t'as entendu la punchline à telle minute? Oh là là là, tout le monde l'écoute aux arrêts de bus, aux trucs, oh là là là, tu vois, c'était sérieux. Et c'est ça qui m'a choqué, en fait. C'est que la culture, elle est pour de vrai, en fait. Tout a un sens. Les pantalons baissés, les cils, tout a un sens, en fait. Et du coup, ben, je pense que c'était ça la différence avec la France, où nous, on reproduisait, en fait, mais qui a évolué. Maintenant, ce truc-là, il est de plus en plus ancré. Je pense que c'était ça où ça se différenciait, tu vois. Donc... Et tu parlais de Lil Wayne, là. J'ai vu que tu avais fait une intervention, entre guillemets, il y a 2 jours, où tu disais que ça sentait pas bon pour lui. Ouais. Moi, perso, j'étais un grand fan de Wayne, sincèrement. Mais je trouve que il a démocratisé le fait que ce soit cool de prendre des drogues. Vrai. C'est un truc que je reproche quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Wayne. Ouais. Tu vois, Mais moi-même, à un moment, j'ai pris des drogues à cause de ce fou, là. Sérieux? Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'allais aux States. Ouais. On faisait prendre la ligne. Je testais, tu vois. Je voulais être cool comme Wayne. Ok. Ben, aujourd'hui, tu vois, moi, quand je vois la vague de rappeurs, que ce soit les Lil Uzi, Lil Yachty, les je ne sais plus qui, ça ne me touche pas du tout. J'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Toi, En fait, il y en a... Ouais, c'est vrai que... Bon, il a eu beaucoup de côtés positifs musicalement parlant. Comment il pose, comment il a créé son label, comment il a fait monter Drake, Nicki. Ouais. Donc sur ça, on peut rien lui dire. Mais c'est vrai que sur le côté drogue, j'ai jamais vraiment validé, puisque le mec, il sait qu'il peut mourir de ça. Il a déjà fait des comas, des ceci, cela. Absolument. Et il continue de pousser le truc. Et c'est vrai que les rappeurs, ils ont tous une influence, entre guillemets, sur les jeunes. Après, il faut vraiment que les jeunes prennent du recul sur la musique et se disent... en fait, ça, c'est le message que je veux dire aux jeunes. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué parce que il y en a beaucoup qui... Bah, comme je t'ai dit, moi, à l'époque, je me prenais pour Wayne. Bien sûr. Donc, tu vois, j'ai fait des conneries en me prenant pour Wayne. Mais il faut réussir à prendre du recul. Après, sur la nouvelle génération, je capte ce que tu veux dire. Je pense qu'il y en a, c'est des univers à capter. Il y en a que moi, je valide fort. Par exemple, t'as cité Yachty, lui, il consomme pas de drogue et tout. Tu vois, c'est pas un mec qui va pousser à ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans les messages... T'as compris. Dans les messages, il y en a certains qui vont avoir des messages négatifs. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, c'est que, Bien. tu vois, il y a souvent sur ma chaîne, moi, je vais dire, ça, je valide pas. Ça, je valide pas. Genre, j'hésite pas à le dire, en fait. C'est vrai. Je prends vraiment parti où
justement, comme je te dis, moi, j'ai eu ce truc de, quand j'étais petit peu, j'idolâtrais un peu les gens, tu vois, enfin, non. Oh Non, là là, non, ce mot pas est idoler. fort. Ouais, le mot est très fort, là. Je vais revenir sur ce mot. On va le barrer. Pas idolâtrer, mais j'étais à fond. J'étais à Ok, fond. ouais. Donc, j'étais à fond. Donc, vas-y, des fois, tu peux dire, vas-y, je vais tester, on sait jamais. Tu vois, genre, t'es petit, t'es fou. En plus, j'ai eu une enfance, 18 ans, c'était particulier. Je me retrouve en strip club avec T-Pain, qui dépense 1 million. Ah ouais. Ouais, tu vois, t'es là, tu dis à un mec qui dit tu veux de la ligne, bah, t'es là, t'es dans le truc. Ouais, vas-y. Tu vois, t'es petit, t'es fou, tu vois. Et après, avec du recul, je me suis rendu compte, ah ouais, mais en vrai, tu vois. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette chaîne, pour leur dire au petit peu, ok, Lil Uzi rappe bien, c'est cool, nanana, mais ce message-là, faut faire attention, les frères. Ça, c'est compliqué. Ça, je prends aussi cette casquette-là, tu vois, que j'essaye de dire aux jeunes, tu vois, que. Et même quand on fait des tournées, tu vois, qu'on a fait à l'époque, le Aouda Gang Tour, les trucs qu'on fait avec l'équipe, il y a toujours ce moment où on va parler aux jeunes, dire qu'il faut croire en vos rêves, aller à fond, on leur donne des tips, etc. Parce que c'est bien d'écouter la musique, de turn up, de kiffer un artiste, mais il y a plus loin aussi à comprendre, tu vois. Clairement ça. Je sais qu'encore une fois, je vais réitérer mes propos. Tu vas tout le temps aux États-Unis. Ouais. Tout le temps. C'est quoi ta rencontre la plus folle avec un artiste, hein? Avec un artiste. Aux États-Unis. Putain, il y en a eu tellement en fait, c'est ça qui est fou. On va dire qu'il y a un festival que j'ai kiffé. Un festival que j'ai kiffé parce qu'on a rencontré tout le monde à ce festival. Et ça s'appelle, il s'appelle le Smoker Club. Ok. Le Smoker Club. Okay. Et c'est un festival où nous, on avait des accès backstage grâce à mon twin de là-bas, mon jumeau de là-bas qui s'appelle Raskel. Et on a fait des interviews un peu de tout le monde, on allait voir tous les artistes. Et en fait, c'est pas la rencontre d'un artiste, c'est on va dire comment ça s'est fait ce séjour-là, en fait. C'était fou, en fait. C'était un séjour de fou, c'était un séjour de charbon. C'était, on arrive le premier jour, j'arrive à Miami, premier jour, clip de Maître Gims et Lil Wayne. Ensuite, on va à LA, on va chez MHD parce qu'il faisait Coachella. Après, on va au Smoker Club et là, on est en backstage avec un peu tout le monde, tous les artistes. Bien. Et tu vois, c'était vraiment, c'est plus comment ça s'est fait. Après, si une rencontre avec un artiste qui m'a choqué, ça s'est fait en France, c'était Kendrick Lamar. Ok. Kendrick Lamar. En France, Kendrick Lamar et Wiz Khalifa. D'accord. Pour leur simplicité. Leur simplicité, leur accueil, leur générosité, des mecs simples en fait, alors qu'ils sont multimillionnaires, tu vois. D'accord. Et c'est des superstars en vrai. C'était magnifique. Mais j'ai vu aussi, tu as fait une interview avec Offset où tu disais que finalement, nous, en tant que Français, on les regardait vestimentairement parlant. Mais ça, c'est faux, ça. Maintenant, c'est faux. Ça, c'est faux. Maintenant, c'est faux. Avant, c'était vrai, maintenant, c'est faux. Aujourd'hui, on leur donne l'heure à eux tous. Ouais. Aujourd'hui, c'est faux. Non, aujourd'hui, c'est faux. Non, ça, il fallait que je la place. Non, aujourd'hui, c'est totalement faux. Aujourd'hui, en gros, ouais, j'avoue, je l'ai mal expliqué dans l'interview. En gros, ce que je voulais dire, c'est que de base, nous, on les regardait tous à la base quand ils ont commencé à ramener, tu connais les Sean John, Rockaware à l'époque, tu vois, et jusqu'aux années 2013-14. Après, c'est fini. Tu vois, après, il y a le fashion style de français, tu vois. Bien sûr. Et maintenant, c'est vrai qu'on les regarde plus, tu vois. De toute façon, c'est eux qui viennent choper ici. Absolument. Tu vois. Donc, c'était un peu l'idée. J'avoue, je l'ai mal dit dans l'interview. Tu l'as mal dit. Ouais, mais ça, je me suis dit que je vais te la placer. T'as bien raison. T'as bien raison, totalement. Mais c'est vrai qu'après avoir vu l'interview, je me suis dit, j'aurais pas dû dire ça. Mais tu connais, des fois, t'es dans l'euphorie, tu dis des trucs, après tu dis, ah merde, pourquoi je l'ai dit? Surtout quand tu sais comment cette interview s'est fait. Ah, mais au moins, le message est passé, t'as cette franchise de reconnaître. Totalement. C'est mortel. Les gens, et clairement, ne savent pas à quel point t'es un charbonneur. Ah, merci. Tu comprends? Tu viens, t'étais chez Génération, t'étais chez Au Calme, tu t'alimentes quotidiennement tes réseaux, tes chaînes YouTube, etc. T'es vraiment un acharné de travail. Ça, je te le dis de manière très sincère. Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, pour leur parler pour parler à la jeunesse, tout simplement, tu vois? C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai commencé une opération à Montfermeil avec des jeunes qui sont à l'espace J. Okay. Où justement, voilà, c'est des jeunes qui essayent de se lancer dans le domaine artistique. Et je fais des interventions de temps en temps où je leur donne des conseils, je les aide à structurer, etc. Mais c'est carrément un truc que j'ai envie de développer plus tard.
faire des interventions, donner des conseils, aller voir des jeunes, etc. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je pense que ça va venir, mais c'est carrément... Si, totalement, j'ai envie de le faire. Ça. Parce qu'encore une fois, tu sais, je me dis que, pour parler de la jeunesse 2 secondes, c'est que quand tu allumes la télé, tu vois pas forcément des gens qui te ressemblent. Totalement. Tu vois. Totalement. Aujourd'hui, ceux que tu vois à travers les différents médias qu'on a à disposition ne prennent pas forcément la parole. Tu comprends? Tu le fais, bien sûr, à travers ton média. Tu viens nous voir, donc tu le fais quelque part, tu comprends? Mais je me disais que moi, c'était un petit peu dommage que les gens n'aillent pas au front, n'aillent pas au terrain parler à la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis totalement d'accord. On l'a fait d'une certaine manière, comme je t'avais dit tout à l'heure, quand on faisait la tournée, en fait, on avait créé une espèce de tournée sauvage pour déjà présenter French Plug un peu à tout le monde, en vrai, rencontrer les gens qui nous suivent, diffuser la musique de mon petit ref Louis, présenter un peu toute l'équipe et surtout donner un message. C'était marrant parce que c'était fait un peu, je veux pas dire à l'arrache, parce que c'était pas fait à l'arrache. Je prenais un van, on partait, on y allait, puis on décomposait quand même le truc en plusieurs parties. C'est-à-dire, il y avait une première partie où on présentait l'équipe, une deuxième partie où on mettait de la musique, Louis faisait son concert. À la fin, il y avait une partie un peu motivation où on mettait les sons Nipsey Hussle et en même temps on s'adressait aux jeunes, on leur faisait clairement comprendre qu'ils pouvaient réussir, qu'il fallait qu'ils se donnent les moyens, etc. Bien. Et à la fin, on prenait des photos, on rencontrait les gens, etc. On prenait les contacts, parce qu'il y avait souvent des artistes talentueux, tu vois, des mecs qui étaient dans la peinture, des mecs qui étaient dans plein de trucs, et on rencontrait des gens et c'était vraiment une bonne expérience. Et du coup, c'était une manière déjà d'aller vers le public. Mais je pense que le faire avec des collèges, des espaces jeunesse, des ceci, ça peut être encore un autre niveau et ça peut être vraiment cool. Ça, c'est un projet qui me parle grave, en tout cas. Excellent. En tout cas, étant donné que tu es un homme ambitieux, je me dois de te parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est mortel. Mais les projets futurs. Ok. Projet futur, il y a plusieurs trucs qui arrivent. Il y a eu un nouveau podcast, un nouveau concept de podcast qui est sorti avec Petit Délire. D'accord. C'est un podcast qu'on fait avec Citadium. Où justement on invite des personnalités du monde hip-hop. C'est pas que des rappeurs, ça peut être des réalisateurs, des humoristes, un peu de tout, tu vois. Et on discute, en fait, ça s'appelle Carton Plein, on a des cartons, on parle de lifestyle, de un peu de tout, tu vois. C'est une continuité, on va dire, de Buy the Sneakers, mais dans un autre délire, plus podcast, plus culturel. On a des concepts qui arrivent avec French Plug, même, qu'on va développer. Et moi, mon but, vraiment, 2021, c'est commencer à réaliser des petits courts-métrages, des petites séries. C'est un truc que je veux faire depuis un moment, mais je vais commencer à mettre le pied dedans, vraiment, j'espère, en 2021. Mortel, Balou. Mortel. Et Buy the Sneakers, alors, pour finir. Buy the Sneakers, c'est... On continue, Buy the Sneakers, on continue. On a l'épisode avec Zola. Bien. Qui est sorti, ou qui sort, ça dépend à quel moment la vidéo sort. Elle sort dans une semaine. Donc voilà, il y a Buy the Sneakers avec Zola et on va continuer, on en a plein de prévus pour janvier. D'accord. Après, le truc, c'est que comme il y a eu la période de Corona, et que nous, on les fait dans les magasins, tout était un peu fermé. Donc cette année, c'était une année de renouveau, je pense, pour plein de monde. Bien sûr. Nous, il a fallu qu'on restructure certaines choses, etc. Parce qu'on avait des gros concepts. On avait le Adidas Superstar on Tour qu'on avait fait avec Adidas, où on devait faire la tournée ça a été annulé. Exact. On avait de l'événementiel, le French Plug Fest, qu'on avait commencé à faire en décembre de l'année dernière, il y a 1 an maintenant, qu'on voulait faire une édition 2, mais avec Corona, ça s'est annulé. Bien sûr. Tu vois, donc du coup, on a réadapté un peu tout, et on va dire qu'il y aura une vie avant et après le Corona. Hein. C'est exactement ça. En tout cas, honnêtement, Balou, l'émission touche à sa fin, mais avant tout, je tenais à te remercier, sincèrement remercier pour ta disponibilité. Merci à vous pour l'accueil. Pour ta gentillesse. Franchement, la transmission, c'est super important. Ça fait longtemps que tu es dans le game, que tu es dans ce milieu-là et que tu as toujours de la joie de vivre qui t'anime. Merci. Toujours ambitieux. Et c'est super important pour nous. Il y a eu des petits couacs, on n'en parlera pas. Il faut pas. Non, il n'y a pas de couacs, c'est le business, c'est le game. C'est le charbon, c'est pas Jack Couac, c'est le charbon. Exactement. Mais en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Et la porte de We Hustle te sera toujours ouverte. Merci, mon frère. Quand tu me rappelles, j'arrive. Ah, tu connais. C'était le chairman. Et 500, tu peux inverser, c'est correct. Avec l'homme que l'on nomme Balou pour We Hustle. Peace. We hustle, baby.